Salut tout le monde, avec une autre histoire, Reddit. Celle d'aujourd'hui parle d'une femme qui a été accusée d'avoir empoisonné sa sœur lors d'une fête de naissance, après une perte tragique. Mais des preuves vidéo ont révélé la vérité choquante. C'est le genre d'histoire qui vous tient vraiment en haleine. Installez-vous confortablement, profitez de l'ambiance Minecraft en arrière-plan, et entrons dans le vif du sujet. Le titre est « Ma sœur m'a accusé de l'avoir empoisonnée à sa fête de naissance, mais les caméras ont révélé la vérité. J'ai refusé de pardonner et l'ai exposée. Il y a 9 mois, j'ai vécu l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. J'ai fait une fausse couche. Quand mon mari, David, et moi avons appris que j'étais enceinte, tout semblait rempli d'optimisme et de possibilités. Nous étions tous les deux fous de joie. Nous avons immédiatement commencé à planifier notre avenir en tant que parents. Nous passions des heures à parler de à quoi le bébé pourrait ressembler, ce qu'il pourrait devenir, et quel genre de parents nous serions. David était merveilleusement solidaire, et c'était formidable d'être ensemble dans cette belle aventure. Nous n'avons pas perdu de temps, et avons commencé à transformer notre chambre d'amis en une chambre de bébé. Nous avons commencé à peindre les murs d'une couleur claire et apaisante, et avons discuté du type de meuble qui serait le meilleur. Chaque petit détail comptait. J'ai acheté d'innombrables livres pour les mères pour la première fois, avide d'apprendre tout ce que je pouvais sur la grossesse, l'accouchement et les soins au bébé. C'était un moment joyeux, rempli d'excitation et d'anticipation. Puis, tout a changé en un instant. C'était tard un soir quand je me suis réveillé soudainement, avec le sentiment fort et dérangeant que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas d'explication claire à cela, juste un sentiment omniprésent de terreur. Je me suis précipité aux toilettes, mon cœur battant dans ma poitrine. Quand j'ai senti l'humidité dans mon pantalon et que j'ai vu le sang, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai immédiatement commencé à sangloter de manière incontrôlable. Il est difficile de décrire le niveau de peur et de tristesse que je ressentais. Le bruit a dû surprendre David, et il s'est précipité, la confusion et la terreur sur son visage. Il a compris ce qui se passait et m'a immédiatement emmené à l'hôpital. Le trajet a semblé durer une éternité, chaque seconde s'étirant inconfortablement. Quand nous sommes enfin arrivés et que les médecins m'ont examiné, j'avais l'impression de retenir mon souffle, m'accrochant à la moindre lueur d'espoir que le bébé irait bien. Mais ensuite, le médecin nous a gentiment donné la nouvelle qu'aucun futur parent ne veut jamais entendre. J'avais perdu le bébé. Entendre ces mots a été comme un coup de poing dans le ventre. J'étais submergé par le choc, l'incrédulité et un profond sentiment de perte. La situation entière était incroyablement bouleversante. Avec le recul, je ne suis toujours pas sûr de la manière dont mon mari David est resté si fort pendant ces jours, car j'étais complètement dévasté. Je ne pouvais plus fonctionner après avoir perdu notre bébé. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni même trouver l'énergie de parler. Il semblait que le monde entier était devenu sombre, et j'étais perdu dans un brouillard de chagrin que je ne pouvais pas secouer. Je travaillais à l'époque, mais j'ai dû prendre 2 semaines de congé pour me permettre de faire mon deuil. Ces 2 semaines n'ont été remplies que de larmes et d'un lourd désespoir qui s'accrochait à moi. Je ne quittais presque pas mon lit. Me lever chaque matin était un douloureux rappel de ce qui s'était passé. J'ouvrais les yeux et pendant un bref instant, j'oubliais. Puis la réalité me frappait et je réalisais que j'avais perdu notre bébé. C'était terrible. Tout ce que je voulais faire, c'était dormir parce que le sommeil me permettait d'échapper à la douleur. Pendant ce temps, ma famille s'est regroupée autour de moi d'une manière pour laquelle je serai toujours reconnaissante. Mes parents et ma sœur prenaient toujours de mes nouvelles. Chaque jour, quelqu'un appelait, envoyait un SMS ou passait pour parler, même si je n'étais pas très bavarde. Mes cousins et mes proches me rendaient en visite, m'apportant de la nourriture et des fruits que je ne pouvais pas me procurer. Mais peu importe combien de personnes venaient ou à quel point elles se souciaient, je me sentais émotionnellement engourdi. Malgré leurs meilleurs efforts, il n'y avait rien qu'ils puissent en dire pour apaiser la tristesse. Mon mari était là pour moi à travers tout ça. David prenait soin de moi quand j'étais incapable de prendre soin de moi-même. Il ne m'a pas forcé à parler ou à faire semblant que tout allait bien. Au lieu de cela, il est resté patient, m'aidant discrètement de toutes les manières possibles. Il apportait des repas même si je pouvais à peine y toucher. Quand les mots semblaient impossibles à dire, il s'asseyait avec moi en silence. Sans lui, je doute que j'aurais traversé ces semaines. Il m'a répété à maintes reprises que nous n'abandonnerions pas,
Il croyait que nous pourrions réessayer après que j'ai guéri physiquement et émotionnellement. Sa foi et son optimisme étaient les seules choses qui m'empêchèrent de tomber entièrement dans le désespoir. Lentement, j'ai commencé à me rétablir. Ce n'était pas immédiat ou facile. J'ai choisi de retourner au travail parce que je voulais quelque chose pour me changer les idées de ce cycle sans fin de tristesse et de douleur. Le travail me fournissait un emploi du temps et quelque chose d'autre sur quoi me concentrer, me permettant d'éviter de penser au bébé tout le temps. Cependant, dans les moments de calme, la douleur revenait et j'ai réalisé que j'avais besoin de plus qu'une simple distraction. J'avais besoin d'une connexion. Alors, j'ai rejoint quelques groupes sur les réseaux sociaux pour les personnes qui avaient fait des fausses couches. Au début, je n'étais pas sûr que cela aiderait, mais en lisant les histoires des autres, j'ai réalisé combien de personnes avaient traversé la même épreuve. C'était rassurant de savoir que je n'étais pas seul, que mes émotions étaient normales et que d'autres avaient subi une perte aussi dévastatrice. J'ai commencé à m'ouvrir davantage et à partager mon histoire, et en conséquence, j'ai commencé à comprendre ce que je traversais. En ce moment, je suis toujours en deuil. Je ne pense pas que cet élément disparaîtra complètement, mais j'en suis arrivé au point où je ne me blâme plus continuellement. Cela a pris du temps et beaucoup d'efforts émotionnels. Il y a eu d'innombrables fois où je me suis demandé si c'était ma faute, si j'avais fait quelque chose de mal. Cependant, je crois maintenant que certaines situations sont simplement hors de notre contrôle. J'ai adopté l'état d'esprit que ce qui doit arriver arrivera, et cela m'a apporté la paix. J'ai travaillé dur sur ma guérison pour en arriver là, et je suis fier des progrès. Mais récemment, quelque chose s'est produit qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de mon être. Et je crois que cela a annulé une partie de la guérison pour laquelle j'ai travaillé si dur. C'est arrivé à la fête de naissance de ma sœur la semaine dernière. Ma sœur Mélanie a appris qu'elle était enceinte il y a environ 2 mois. Elle a partagé sa merveilleuse nouvelle avec toute notre famille presque immédiatement. Mais pour une raison quelconque, elle ne me l'a pas dit directement. J'ai dû l'apprendre par l'un de nos cousins, ce qui m'a complètement prise au dépourvu. Ça m'a fait mal. Non pas parce que je n'étais pas ravi pour elle, mais parce que Mélanie et moi, nous étions toujours bien entendus. Elle avait été là pour moi, en particulier pendant ma fausse couche, m'apportant réconfort et soutien quand j'en avais le plus besoin. J'ai donc été surprise et franchement déçue qu'elle ne m'ait pas appelé pour partager sa bonne nouvelle. Quand je lui en ai parlé plus tard, j'ai essayé de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je ne voulais pas qu'elle se sente mal, mais je voulais aussi savoir pourquoi elle ne s'était pas sentie à l'aise de venir me voir directement. Elle a déclaré qu'elle ne me l'avait pas dit, parce qu'elle ne voulait pas gâcher mon humeur en annonçant sa grossesse, alors que j'étais encore en deuil de la perte de mon propre bébé. Je pouvais voir qu'elle ne voulait pas me blesser. Elle ne voulait pas exacerber ma souffrance. Ainsi, me cacher la nouvelle était sa façon de protéger mes sentiments. Mais je lui ai dit que, quoi que je traverse, je serai toujours heureuse pour elle. J'ai clairement indiqué qu'elle ne devrait jamais se sentir incapable d'exprimer son bonheur avec moi, simplement parce que j'étais encore en deuil. J'ai déclaré que malgré mon angoisse, je continuerais d'adorer son bébé autant que je l'avais fait auparavant. J'allais toujours être la tante de son bébé, et je voulais faire partie de cette nouvelle étape de sa vie. Je voulais qu'elle sache que mon amour pour elle et son enfant n'avait pas été réduit par ma perte. Elle a semblé soulagée après notre conversation, reconnaissante que je sois si sympathique. Elle a promis de me tenir au courant à partir de ce moment-là, ce qui semblait être une étape positive. J'ai essayé d'être aussi solidaire de Mélanie que possible au cours des dernières semaines, d'autant plus qu'elle traverse cette grossesse seule. Mélanie est en train de divorcer de son mari, Chris. Tout le monde dans notre famille, y compris moi, a été choqué d'apprendre leur divorce. J'avais toujours pensé que Chris était un homme décent et droit, et nous étions devenus des amis proches pendant la durée de leur mariage. Il semblait dévoué à Mélanie, la traitant toujours avec amour et respect. Je me souviens avoir pensé à la chance qu'elle avait d'avoir quelqu'un comme lui, à ses côtés, et ils semblaient toujours heureux ensemble. C'est pourquoi l'annonce de Mélanie de leur rupture a été si inattendue. Elle nous a donné une justification vague. Elle a déclaré qu'ils se séparaient en raison de désaccords irréconciliables, mais elle n'a pas donné plus de détails. Chaque fois que quelqu'un lui demandait plus d'informations, elle disait simplement que Chris ne pouvait plus supporter leur mariage et s'arrêtait là. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on ne nous disait pas, comme une pièce manquante du puzzle. Mais Mélanie ne semblait pas désireuse d'en parler, et je ne voulais pas la presser pour des réponses qu'elle n'était pas prête à donner.
Tout ce que je savais, c'est que Mélanie avait besoin d'aide, et je voulais l'aider de toutes les manières possibles. Je l'ai même accompagnée à certains de ses rendez-vous d'échographie. Mélanie et Chris ont réussi à maintenir une relation cordiale, malgré le fait qu'ils sont en train de divorcer. C'est probablement pourquoi ma sœur a choisi d'organiser sa fête de naissance dans la nouvelle maison de Chris. Il avait récemment emménagé dans une maison avec un magnifique jardin, et Mélanie pensait que ce serait l'endroit idéal pour que nous puissions tous nous retrouver, nous détendre et célébrer sa grossesse. Mélanie m'a invité, ainsi que notre mère et quelques-unes de nos cousines, à déjeuner pour l'aider à organiser la fête de naissance. Nous étions impatientes de faire partie du processus, car nous planifions toujours les rassemblements de famille ensemble, et cette fête de naissance semblait particulièrement significative. Alors que nous nous asseyions pour déjeuner, mes cousines m'ont serré dans leurs bras et m'ont rassuré à propos de ma fausse couche. Même si plusieurs mois s'étaient écoulés, elles étaient conscientes que le deuil n'est pas quelque chose qui peut être facilement surmonté, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi personnel et déchirant que la perte d'un enfant. En tant que femme, je pense qu'elles comprenaient ce que je traversais à un niveau plus profond. Elles m'ont même complimenté sur ma bravoure et mon altruisme d'être là pour Mélanie, malgré ma propre perte. Cependant, alors que nous parlions, j'ai remarqué que le comportement de Mélanie changeait. Elle a levé les yeux au ciel et a dit à tout le monde d'arrêter de discuter de sujets aussi sérieux pendant le déjeuner. Elle a suggéré que nous devrions tous passer à autre chose après mon expérience. Ces mots m'ont un peu blessé. Je ne voulais pas en parler non plus, mais elle réagissait trop froidement. J'ai supposé qu'elle se souciait simplement de sa fête de naissance et ne voulait pas que le sujet s'écarte de l'événement joyeux que nous étions censés organiser. Plus tard dans la journée, alors que je la déposais chez elle, Mélanie a plaisanté en disant que depuis ma fausse couche, je lui volais toujours la vedette. Puis elle a demandé, à moitié sérieusement, si je prévoyais de faire la même chose à sa fête de naissance. Sa réponse m'a complètement prise au dépourvu. Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire par me voler la vedette. Mélanie a indiqué que tout le monde semblait plus intéressé par moi que par elle, et qu'en conséquence, elle se sentait négligée. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas se sentir ainsi pendant sa fête de naissance. Je me suis immédiatement senti mal et je me suis excusé auprès d'elle. Je lui ai dit que personne n'avait l'intention de la faire se sentir moins importante et que je ferais de mon mieux pour éviter de parler de mon événement pendant sa fête de naissance. Je ne voulais pas gâcher son jour spécial ou la faire se sentir négligée de quelque manière que ce soit. Mélanie n'a pas dit grand-chose après cela. Elle a simplement secoué la tête avec dégoût et notre conversation s'est terminée brusquement. J'ai compris que Mélanie avait besoin de se sentir complètement soutenue et aimée pendant sa grossesse, surtout compte tenu de ce qu'elle traversait avec son divorce. Mais je n'avais aucune idée que ma perte l'avait fait se sentir exclue. La fête de naissance a eu lieu il y a 3 jours et j'ai fait tout ce que je pouvais pour que l'attention reste sur Mélanie et son bébé. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi. Ce jour-là, c'était de Mélanie qu'il s'agissait, et je voulais qu'elle reçoive l'amour et le soutien qu'elle méritait. Malgré mes tentatives, plusieurs personnes m'ont approché tout au long de l'événement, me faisant des câlins chaleureux et me tapotant gentiment dans le dos. Je sais qu'ils voulaient en bien faire. Cependant, à chaque câlin ou geste de sympathie, je pouvais sentir le regard de Mélanie sur moi. Elle ne disait rien, mais je pouvais sentir son inconfort et son agacement s'installer. Je ne voulais pas que la journée tourne autour de moi, et je ne voulais absolument pas causer de problème. Je voulais juste profiter de la célébration pour ma sœur et le bébé qu'elle allait mettre au monde, mais j'étais parfaitement consciente de la manière dont Mélanie pouvait interpréter la situation. Pendant l'événement, j'ai finalement rencontré Chris après ce qui a semblé une éternité. Je l'ai serré dans mes bras, et il a semblé vraiment heureux de me voir. Malgré tout ce qui s'était passé entre lui et Mélanie, j'avais l'impression que nous étions toujours en bons termes. Il s'est même excusé de ne pas avoir été là pour moi après tout ce que j'avais traversé au cours des derniers mois, en particulier la perte. J'ai ignoré cela, sachant que lui et Mélanie traversaient leur propre épreuve. Chris avait perdu du poids et son humeur avait changé de manière perceptible. Il n'avait plus l'enthousiasme vif qu'il possédait autrefois. Au lieu de cela, ses yeux contenaient une trace de mélancolie. Cela m'a fait me demander comment il gérait vraiment le divorce et les changements dans sa vie. Même si Mélanie n'était pas entrée dans les détails de leur rupture, Chris était clairement en difficulté à sa manière. Mon mari David était également présent à la fête de naissance.
Alors, lui, Chris et les autres hommes sont restés occupés dans le jardin à préparer des barbecues et à converser. Tout le monde à la fête de naissance de Mélanie a apporté des cadeaux attentionnés pour elle et son futur bébé. C'était un environnement joyeux, alors que chacun offrait ses témoignages d'amour et d'excitation pour le petit. L'une de mes proches avait tricoté une belle couverture de bébé. Mon père a donné un transat pour bébé à Mélanie, et ma mère a fait une folie pour une belle nouvelle poussette, que Mélanie a adorée. Pour mon cadeau, j'ai décidé de lui donner quelques-uns des livres de parentalité qui m'avaient aidé pendant ma grossesse, ainsi qu'une couverture tissée à la main qui avait une signification spéciale pour moi. Cette couverture était la première chose que j'ai achetée après avoir appris que j'étais enceinte. Je me souviens l'avoir vue lors de vacances au Maroc. Une couverture délicate et magnifiquement tissée, dont je suis tombée amoureuse tout de suite. Je l'ai achetée avec beaucoup d'enthousiasme, m'imaginant y envelopper mon bébé. Quand j'ai perdu le bébé, la couverture est devenue douce amère. Elle était liée à la fois à mes souvenirs les plus heureux et à ma plus profonde tristesse, mais je ne pouvais pas me résoudre à la jeter. Je voulais qu'elle serve à quelque chose et contribue à quelque chose de positif. J'ai donc pensé que cela m'apporterait un peu de paix, de la donner à Mélanie dans l'espoir que son enfant en bénéficierait. Dans mon esprit, c'était plus qu'une simple couverture. C'était un cadeau plein d'amour et d'optimisme, et j'espérais que cela nous apporterait du bonheur à toutes les deux. Cependant, alors que Mélanie ouvrait le cadeau et en sortait la couverture, elle s'est figée. Son regard est passé de surprise à en colère. Elle a regardé la couverture comme si elle était souillée. Puis elle a demandé, clairement frustrée, pourquoi je l'avais apportée à sa fête de naissance. J'étais perplexe et j'ai maladroitement tenté d'expliquer qu'elle était importante pour moi et que je voulais que son bébé l'ait. J'ai supposé que c'était un cadeau personnel qui serait utile. Tous les autres invités à la fête ont complimenté la beauté de la couverture, mais Mélanie ne semblait pas s'en soucier. Son expression est devenue plus en colère, et à ma grande surprise, elle a commencé à m'accuser d'avoir tenté de maudire son bébé avec mon cadeau. J'ai été stupéfaite par ses déclarations, alors j'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, ma mère, qui regardait la conversation, a dit qu'il était mal de ma part de donner à Mélanie quelque chose qui était initialement destiné à mon enfant décédé. Elle a expliqué qu'il était mal de transmettre quelque chose associé à une perte à une nouvelle génération. J'ai été bouleversé quand elle a dit cela. Je n'ai jamais voulu insulter ou mettre ma sœur mal à l'aise. Je pensais vraiment que je donnais à ma sœur quelque chose de spécial et de significatif. J'ai doucement rendu la couverture et me suis excusé, essayant de garder mon sang-froid devant tout le monde malgré mon trouble intérieur. Cependant, Mélanie, visiblement en colère, est restée ferme et m'a dit que ce n'était pas parce que j'avais perdu mon enfant que je pouvais maintenant donner ces choses aux siens comme des objets de seconde main et que son bébé méritait plus. Ces mots étaient mais blessants et m'ont profondément atteinte et j'étais presque en larmes. C'est à ce moment-là que mon mari David est intervenu d'un ton sévère mais calme. Il a interrompu la conversation et s'est adressé directement à Mélanie. Il lui a fait comprendre que mes intentions n'étaient jamais de la blesser ou de la contrarier, et que je lui avais seulement donné la couverture pour l'aider à guérir, tout en démontrant à quel point je l'aimais, elle et son enfant. David a ensuite souligné que si Mélanie n'aimait pas le cadeau, elle aurait pu en discuter discrètement avec moi plus tard. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle me dénigre et me fasse honte en public. Il a admis que la question était sensible, mais il a insisté sur le fait que cela ne justifiait pas son attitude, surtout devant toute notre famille et nos amis. Mélanie a semblé surprise par la franchise de David et j'ai pu voir le stress sur son visage. Le reste des invités semblait mal à l'aise, se demandant quoi dire ou faire. L'une de mes cousines, remarquant la tension, est intervenue pour soutenir la position de David. Elle a conseillé à Mélanie de laisser la situation se tasser, sous-entendant que cela ne valait pas la peine de pousser plus loin. L'événement entier m'a complètement prise au dépourvu. Me sentant découragée, j'ai proposé de commander quelque chose de charmant pour l'enfant et de le faire livrer plus tard, en espérant que cela aiderait à combler l'écart. Mais Mélanie s'est contentée de se moquer et m'a dit de ne pas m'en donner la peine. Sa rage envers moi semblait disproportionnée par rapport aux circonstances, et cela m'a attristé de voir ma sœur si furieuse contre moi pour quelque chose qui venait vraiment de mon cœur. Je commençais à me sentir mal, submergé par le remords et l'incertitude quant à la situation entière. Heureusement, alors que ma mère ouvrait un autre cadeau, l'attention s'est déplacée et la discussion a continué.
Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la lourdeur que je ressentais. Je voulais que la journée soit heureuse pour Mélanie. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était la façon dont mon cadeau avait accidentellement causé cette scission. Plus tard, après que tout le monde ait commencé à se servir de la nourriture, j'ai décidé d'essayer de m'excuser, à nouveau, auprès de Mélanie. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé un plat avec sa salade préférée et des brochettes de poulet exactement comme elle les aimait. Quand je le lui ai donné, je me suis excusé à nouveau, espérant qu'elle me pardonnerait et comprendrait à quel point je tenais vraiment à elle. Mais Mélanie m'a à peine reconnu et a retiré le plat de mes mains sans rien dire. Me sentant rejeté, je suis allé m'asseoir près de David pour trouver un peu de réconfort. Nous dînions tranquillement quand nous avons entendu Mélanie tousser fort et encore. Nous nous sommes tous tournés pour la voir s'agiter le cou, le visage rouge et gonflé, alors qu'elle luttait pour respirer. La panique m'a envahi, car je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Je suis allé à ses côtés pendant que ma mère composait le 911, un sentiment d'urgence dans l'air. Tout ce à quoi je pouvais penser était de lui obtenir l'aide dont elle avait besoin. Les ambulanciers sont arrivés et ma sœur a été transportée à l'hôpital. Mes parents, David, Chris et moi sommes allés à l'hôpital pour être avec elle. Les ambulanciers nous ont dit que Mélanie avait eu une grave réaction allergique. Mélanie est allergique aux cacahuètes, et il y en avait au barbecue, mais Chris avait dit à tout le monde qu'il avait pris grand soin de ne pas mélanger les grilles. J'avais servi à Mélanie un plat, avec simplement de la salade et des brochettes de poulet, j'étais donc sûr de ne lui avoir rien donné de dangereux. Mais après que Mélanie se soit rétablie et soit assez cohérente pour parler, elle a commencé à m'accuser de l'avoir empoisonnée. Elle a informé mes parents que c'était moi qui lui avais apporté de la nourriture après qu'elle m'ait insulté pour mon cadeau. Ainsi, j'aurais pu mettre n'importe quoi dans son repas qui aurait causé sa réaction allergique. J'étais complètement perplexe. Comment aurait-elle pu prévoir que je ferais quelque chose d'aussi malveillant? J'ai insisté sur le fait que je ne lui ferais jamais de mal, à elle ou à son bébé, et il me semblait inconcevable qu'elle puisse même y penser. Cependant, elle a refusé de me croire. Dans un moment de colère, elle m'a crié de quitter sa chambre d'hôpital. David et moi avons échangé des regards stupéfaits avant de partir précipitamment, ne voulant plus aggraver la situation. Depuis ce jour, les choses sont devenues incontrôlables. Mes parents, se rangeant du côté de Mélanie, m'ont blâmé pour tout l'épisode. Ils croient que je l'ai mise en danger, elle et son enfant, et d'autres membres de la famille sont au courant de la situation. Soudainement, je suis accusé d'être jalouse de la grossesse de Mélanie. Et peut-être que j'ai laissé cette jalousie obscurcir mon jugement et blesser Mélanie. L'idée que je puisse jamais agir sur ses sentiments d'une manière aussi terrible me semble ridicule. Néanmoins, beaucoup semblent le croire. Mon seul péché est de lui avoir servi ce plat de nourriture. Je jure que je ne lui ai jamais offert de cacahuètes, mais néanmoins, on me blâme pour tout. Cela me fait me sentir extrêmement coupable. Et maintenant, mes parents veulent que j'avoue tout et que je m'excuse auprès de Mélanie. Ils affirment que je cause un stress inutile à ma sœur, en aggravant le problème alors qu'elle est déjà vulnérable en raison de sa grossesse. Je dirais que, si je ne m'excuse pas auprès de Mélanie, je ne suis pas la raison pour laquelle elle a été empoisonnée. Mise à jour 1. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que mon post devienne viral. En quelques jours, j'ai reçu des centaines de messages directs d'inconnus. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont exprimé leurs condoléances pour ma perte. Votre gentillesse a tout signifié pour moi. J'apprécie aussi que beaucoup de gens aient compris pourquoi j'ai donné la couverture à Mélanie. Je voulais sincèrement lui offrir quelque chose de beau et d'important, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le prenne mal. Elle m'en veut définitivement pour l'attention que j'ai reçue à la suite de ma fausse couche. J'aurais aimé qu'elle m'en parle et gère ses sentiments, au lieu de les laisser pourrir. Maintenant, pour aborder le problème majeur, j'ai refusé de m'excuser et je suis resté fidèle à mes paroles. Mélanie a utilisé les réseaux sociaux pour m'accuser publiquement d'avoir tenté d'empoisonner sa nourriture. Elle prétend qu'elle a toujours été là pour moi, mais que j'essaie continuellement de lui faire de l'ombre, impliquant que ma jalousie de sa grossesse m'a poussé à me comporter de cette manière pendant sa fête de naissance. Lire son post m'a fait me sentir humilié. Pour mettre fin à cela, Chris a invité tout le monde chez lui, insistant pour que nous confrontions le sujet face à face, avant que le bébé n'arrive et ne complique encore plus les choses. Mes parents m'ont contacté et m'ont encouragé à y assister, mais David et moi ne sommes pas sûrs. Mise à jour 2. Comme les choses ont tourné.
David et moi avons donc accepté à contre-cœur de nous joindre à Chris et Mélanie pour une réunion, comme une dernière tentative désespérée de résoudre les problèmes. Mes parents étaient également présents, dans l'espoir d'aider. Mélanie a commencé par exiger que j'avoue publiquement et que j'admette que je l'avais empoisonnée. J'ai ricané à son accusation et j'étais sur le point de la rejeter à nouveau quand Chris s'est levé et a annoncé qu'il avait quelque chose à nous montrer. Alors devinez quoi? Chris avait des caméras placées dans toute sa maison, filmant tout ce qui s'était passé à la fête de naissance. Il a décidé de nous montrer les images pour clarifier les choses une fois pour toutes. Nous avons visionné l'enregistrement et il m'a montré en train de servir Mélanie exactement comme je l'avais décrit. Il n'y avait pas de cacahuètes en vue. La vidéo montrait Mélanie en train de manger et de parler avec d'autres. Cependant, au milieu de son repas, elle a commencé à regarder autour d'elle et a constamment demandé de la sauce. L'une de mes cousines avait de la sauce dans son assiette et a suggéré à Mélanie d'y tremper son poulet. L'utilisation par Mélanie de la sauce de son plat n'était probablement pas un bon choix étant donné que sa cousine mangeait des cacahuètes. Ma sœur a stupidement trempé son poulet dans la sauce. Mélanie a commencé à tousser quelques instants plus tard. Sa réaction allergique a certainement été causée par cette sauce. Alors que la vidéo défilait, j'ai remarqué que les visages de mes parents pâlissaient alors qu'ils comprenaient ce qui venait de se passer. Ils ont compris que Mélanie m'avait blâmé pour quelque chose qui était totalement hors de mon contrôle et qu'il s'était rangé de son côté. Mélanie a commencé à se débattre, luttant pour soutenir ses arguments. Elle a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie que sa réaction ait été causée par le fait de manger dans l'assiette de ma cousine et que j'avais peut-être mélangé quelque chose dans sa nourriture auparavant. Cependant, grâce à Chris, mes parents ne la croyaient en rien plus. J'ai crié sur Mélanie pour m'avoir publiquement diffamée sur les réseaux sociaux alors qu'elle était la seule à blâmer. Mon mari l'a ensuite menacée, déclarant que nous utiliserions la vidéo et la poursuivrions pour fausses accusations si elle ne retirait pas immédiatement son post sur les réseaux sociaux. Les visages de mes parents étaient remplis de remords alors qu'ils se tournaient vers moi, et leurs yeux étaient remplis de sympathie. Ils se sont excusés de m'avoir accusé à tort. Cependant, j'ai fait remarquer à mes parents qu'ils avaient été rapides à soutenir ma sœur, et que même s'il n'y avait pas de preuves, ils l'auraient probablement continué à la soutenir. Je me suis tourné vers ma mère et lui ai demandé si elle voulait faire le tour de la famille et clarifier la situation, car elle avait été l'une des plus vocales à me blâmer. Je croyais que tout le monde devait connaître la vérité, surtout compte tenu de l'étendue des dégâts. Cependant, ma mère a essayé de minimiser la chose. Elle a affirmé que personne ne se souciait de savoir qui avait raison ou tort dans cette situation. Ce qui comptait, c'est que je n'étais plus impliqué dans ce qui était arrivé à Mélanie. J'ai trouvé cela extrêmement injuste. Je l'ai informée que si elle ne prenait pas l'initiative de corriger le tir et de reconnaître la responsabilité personnelle de Mélanie pour sa réaction allergique, je ne serais pas capable d'avoir une relation sincère avec eux. Mes parents ont continué d'essayer de désamorcer le problème, sans se rendre pleinement compte de leur propre responsabilité. David et moi avons finalement quitté les lieux après avoir obtenu une copie de la vidéo de Chris et l'avoir remercié d'avoir partagé la vérité. Depuis, ma sœur a retiré son post des réseaux sociaux, mais ma mère n'a toujours pas expliqué ce qui s'est passé. Je suis donc assez en colère contre elle de m'avoir laissé être dépeinte comme la méchante dans cette circonstance. Mise à jour 3. Merci pour vos suggestions. En réponse à tout, j'ai résolu de donner à Mélanie un avant-goût de sa propre médecine. J'ai relayé les images que Chris avait présentées et expliqué comment ma sœur et mon père m'avaient accusé à tort de sa réaction allergique. J'ai dit à quel point Mélanie était assez insouciante pour manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre, s'empoisonnant elle-même. La vidéo, comme prévu, a fait sensation. De nombreux membres de la famille qui ont d'abord soutenu Mélanie et m'ont blâmé ont rappelé pour s'excuser. Certains la raillent, même maintenant, indignés qu'elle se soit mise en danger et m'ait blâmé sans preuve. J'ai l'intention de retirer la vidéo bientôt maintenant que les dégâts sont refaits. Mes parents m'ont régulièrement appelé, mais je les ai ignorés. David et moi avons convenu de maintenir un contact minimal avec la famille jusqu'à ce que mes parents admettent leurs erreurs. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi pendant que nous traversions tout ce drame familial. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé et restez pour d'autres histoires avec l'ambiance Minecraft habituelle en arrière-plan. On se retrouve dans la prochaine.